Bonjour à tous, je vais vous parler dans cette présentation du bilan minimal de débrouillage à réaliser devant la découverte d'extrasystoles ventriculaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Alors, les extrasystoles ventriculaires peuvent être découvertes de façon totalement fortuite sur la perception d'un pouls irrégulier, par exemple, ou sur un électrocardiogramme fait pour une autre raison. Et elles peuvent être découvertes également à l'occasion de symptômes que va rapporter le patient. Alors, on connaît bien ces symptômes, ça peut être des sensations d'irrégularité du rythme cardiaque ou de battements forts, et ça peut être aussi des symptômes liés à une complication déjà de l'extrasystolie ventriculaire, comme par exemple des signes d'insuffisance cardiaque, une dyspnée ou une syncope. Dans tous les cas, il faudra effectuer un examen clinique à la recherche notamment justement des signes d'insuffisance cardiaque, mais aussi rechercher s'il n'y a pas une histoire familiale de cardiopathie ou voire de mort subite de certains membres à un âge jeune. Le premier examen à réaliser est l'électrocardiogramme 12 dérivation. C'est le meilleur examen pour localiser les extrasystoles, savoir si elles proviennent du ventricule droit ou du ventricule gauche, de sa paroi antérieure ou inférieure, latérale et septale, car on connaît un certain nombre de morphologies d'extrasystoles idiopathiques qui proviennent, comme on le voit sur cette iconographie, soit de l'infundibulum pulmonaire, soit des cuspes coronaires, soit de différentes localisations comme dans le ventricule gauche, les muscles papillaires, les hémibranches, la jonction mitro-aortique. Dans ces localisations, on a donc habituellement des extrasystoles ventriculaires idiopathiques. Pour avoir ces 12 dérivations, parfois, il faut s'astreindre à effectuer un enregistrement prolongé de l'électrocardiogramme. Et cela, donc, cette possibilité de localiser l'extrasystolie va permettre d'établir une corrélation entre ce que l'on va pouvoir éventuellement trouver comme cardiopathie sous-jacente et le point d'émergence de cette extrasystolie. Et donc, si on a des extrasystoles qui proviennent de l'infundibulum pulmonaire, par exemple, et qu'on trouve par ailleurs une anomalie segmentaire de la cinétique au niveau du ventricule gauche, eh bien, on ne pourra pas établir une corrélation entre les deux anomalies. C'est utile donc d'avoir cette morphologie aussi pour choisir le traitement que l'on va éventuellement mettre en œuvre, et notamment si on envisage d'effectuer une ablation. On sait qu'un certain nombre de localisations sont plus difficiles à traiter et plus dangereuses que d'autres. Donc, avoir la morphologie de l'extrasystole et son origine, c'est la première chose à réaliser. Ensuite, sur l'électrocardiogramme 12 dérivation, on va pouvoir avoir des signes en faveur d'une cause de cette extrasystolie. Alors, j'ai mis un certain nombre d'anomalies qu'on peut trouver à l'électrocardiogramme, mais on peut en trouver d'autres. Alors, ça peut être des signes en faveur d'une canalopathie, acuité prolongée, des ondes T inversées dans les précordiales droites, comme on le voit sur l'électrocardiogramme du bas, qui est en faveur, qui est un électrocardiogramme de dysplasie ventriculaire droite arythmogène. Ça peut être des ondes Q, comme l'on voit sur l'électrocardiogramme mis sur la droite de la diapositive, où l'on voit donc cette séquelle de nécrose antéroseptale avec l'extrasystolie. Donc différentes anomalies, un microvoltage, des anomalies de conduction aussi. Le Holter des 24 heures est à réaliser ensuite. Il va permettre de corréler les symptômes du patient que le patient a éventuellement avec le moment où surviennent ces extrasystoles, déterminer le nombre de morphologies, plus il y en a, plus c'est en faveur d'une cardiopathie tendue, d'exclure des éléments péjoratifs, notamment des phénomènes de sûreté, des salves d'extrasystoles, et évaluer la charge sur les 24 heures de ces extrasystoles, car on pourra éventuellement envisager un traitement ablatif de ces extrasystoles en cas de charge élevée et de cardiomyopathie associée. Cela sera vu dans les présentations qui vont suivre dans cette session. Le Holter des 24 heures peut être réalisé également avec 12 dérivations et on l'utilise de plus en plus et ça permet donc de bien avoir le nombre de morphologies et les localisations
si on n'a pas pu les avoir sur l'électrocardiogramme de surface. L'écho cardiaque, bien entendu, à réaliser chez tous les patients pour évaluer la fraction d'éjection et mettre en évidence une anomalie structurelle cardiaque dont on connaît les différentes possibilités. Ensuite, le test d'effort, lui, il n'est pas obligatoire. Il y a peu de données dans la littérature prouvant son utilité, mais habituellement, on dit que les extrasystoles idiopathiques disparaissent à l'effort, même si parfois en récupération, il peut y avoir quelques salves de TV, et que celles qui apparaissent à l'effort sont plus en rapport avec une cardiomyopathie, mais c'est assez peu spécifique et sensible, sauf dans des cas bien particuliers comme le prolapsus valvulaire mitral, les TV catécholergiques, et j'ai mis en dessous un électrocardiogramme de TV catécholergique où l'on voit ces extrasystoles apparaître à l'effort. Elles sont bien particulières, bidirectionnelles, et c'est le cas aussi dans les dysplasies ventriculaires droites arythmogènes. L'IRM cardiaque, eh bien, lorsqu'on n'a pas pu mettre en évidence une forme commune idiopathique d'extrasystole, il peut être utile, ou si on a trouvé une anomalie de la fraction d'éjection, par exemple, ça va aider à faire un diagnostic difficile, comme peut être par exemple la dysplasie ventriculaire droite arythmogène ou la sarcoïdose, mettre en évidence éventuellement une cicatrice d'infarctus que l'on n'aurait pas vu ni à l'électrocardiogramme ni à l'écho, ou des zones de rehaussement tardif. Et si on programme une ablation, l'IRM sera également utile pour visualiser les lésions, savoir si elles sont sous-épicardiques ou sous-endocardiques. Voilà, les recommandations sont classe 2A pour la réalisation de l'IRM devant des extrasystoles ventriculaires. Je vous ai mis une iconographie de dysplasie ventriculaire droite arythmogène avec une dilatation du ventricule droit et une zone de rehaussement tardif à la partie inféroseptale du ventricule droit. Voilà, alors pour conclure, les extrasystoles ventriculaires, c'est un phénomène très commun qui est au mieux évalué par des examens simples. L'examen clinique, l'histoire de la maladie, le CG12 dérivation, on peut rajouter le Holter, on doit rajouter le Holter et on peut rajouter l'épreuve d'effort, l'échocardiographie et l'IRM dans certains cas sélectionnés. Dans la plupart des cas, il faut réassurer le patient et envisager un traitement uniquement en cas d'ESV très symptomatique ou si le patient a des éléments en faveur d'une cardiomyopathie liées à ces extrasystoles ventriculaires. Voilà, je vous remercie.